Merci à tous et bienvenue d'être venus assister à ces ateliers du Midi, qui est donc cette série de conférences qui prend place en fait dans le projet Postcard World, qui est donc un projet Synergia FNS qui a pour objectif d'explorer les futurs de la mobilité et des mobilités à travers notamment le rôle joué par la voiture. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Patrick Rera, qui est donc professeur en géographie des mobilités depuis 2014 à l'UNIL, docteur en sciences humaines de l'Université de Neuchâtel. Il a également été chercheur invité au King's College de London, à la Hafen City University de Hambourg et à la Edinburgh University. Il travaille plus spécifiquement sur les mobilités résidentielles, en particulier dans les dynamiques de gentrification et de réurbanisation, les mobilités quotidiennes et puis des projets d'urbanisme, de régénération urbaine et de densification. Sa présentation aujourd'hui s'intitule « Vivre en quartier urbain central, une stratégie pour acquérir un capital spatial élevé ». Je vous laisse donc la parole. Merci. Bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir de pouvoir venir présenter auprès de vous. Comme ça a été dit, ça fait un peu plus d'une année que j'ai été nommé de station de métro ici, donc à l'université de Lausanne, et puis sur des problématiques finalement qu'on partage avec grand nombre, en tout cas que je partage avec grand nombre d'entre vous. Donc, plaisir de pouvoir présenter et puis de pouvoir échanger sur mes recherches, en particulier parce qu'il y a de nouvelles recherches aussi que je ne vais pas présenter aujourd'hui, mais qui s'inscrivent un peu dans la problématique qu'aborde Postcard World, puisqu'il y a une thèse qui a commencé sur l'habitation voiture et puis un projet de recherche qui vient de commencer sur la baisse de la proportion de titulaires de permis de conduire parmi les jeunes adultes en prenant le cas de la Suisse. Donc je pense qu'il y aurait pas mal de choses en tout cas à débattre et à échanger. Donc, dans le cadre de cette présentation aujourd'hui, donc vivre en quartier urbain central, une stratégie pour acquérir un capital spatial élevé. Ce qui m'intéresse dans le cadre de cette présentation, c'est en fait un aspect du regain d'attractivité résidentielle des villes suisses, et puis plus particulièrement les motivations résidentielles de ménages qui ont fait le choix de s'installer en zone centrale. Et puis, en plus de leur choix résidentiel, c'est également les interactions entre ce choix résidentiel, donc entre la mobilité résidentielle, et puis les pratiques de mobilité ou la mobilité quotidienne. Donc les questions que je me posais en fait à l'origine de ces projets étaient: mais quelles sont les motivations résidentielles de vivre en zone centrale? Quelles sont l'importance des pratiques de mobilité dans ce choix résidentiel? Et puis, à l'inverse ou en parallèle, quelle est l'influence d'une localisation centrale sur les pratiques de mobilité? Alors, mon exposé est basé sur deux recherches. Une première qui a porté sur les villes de Zurich et de Neuchâtel, et puis une deuxième qui a concerné la ville de Vienne, qui a permis en fait d'approfondir les résultats quantitatifs qui avaient été obtenus sur Zurich et sur Neuchâtel. Peut-être deux éléments de contexte par rapport à l'urbain en Suisse qui sont particulièrement importants dans le cadre de cette présentation. Le premier, ce sont des choses que vous connaissez, mais les rappeler quand même. Le premier, c'est le modèle de la ville compacte, c'est le mot d'ordre de la densification, de la régénération urbaine, la régulation de l'étalement urbain, tout ceci en fait dans le but de réduire l'empreinte écologique des agglomérations, de diminuer la consommation de sol, d'énergie, de ressources, et puis d'amorcer la transition vers une ville post-carbone. Le deuxième élément de contexte qui est important, c'est la réurbanisation, c'est-à-dire que pour faire court, en fait, les villes suisses ont en gros perdu des habitants dès la fin des années 60 jusqu'à la fin des années 90. Et puis, depuis une quinzaine d'années, on observe un phénomène de réurbanisation, c'est-à-dire que les villes gagnent à nouveau des habitants,
une nouvelle phase de croissance qui dure depuis une quinzaine d'années maintenant. Il y a plusieurs groupes de population à la base de ce phénomène de réurbanisation. Le premier, ce sont les migrants internationaux. Il y a également les petits ménages. Mais ce que j'ai résumé ici par l'abréviation CSP+, donc les catégories socio-professionnelles supérieures, participent également à cette dynamique de réurbanisation. Juste comme illustration de cette dynamique, pour fixer aussi le contexte de l'urbain, c'est l'évolution démographique des principales villes-centres en Suisse dans les années 90. Vous voyez que la majorité, une petite majorité, perd encore des habitants à cette période. Certaines enregistraient déjà justement ce phénomène de réurbanisation. Et si on compare avec les années suivantes, la décennie suivante, vous voyez que le changement, le retournement de tendance est clair. Et puis c'est poursuivi encore sur 2013, 2014, 2015. Donc à partir de ces deux éléments de contexte, en fait on peut soulever un double enjeu ou deux séries de questions. D'une part, il s'agit en fait d'interroger le modèle de la ville compacte et puis notamment de déterminer l'impact des formes urbaines sur les pratiques de mobilité, donc sur les pratiques modèles. Et puis d'autre part, de s'intéresser en fait aux raisons de la redécouverte ou du regain d'attractivité résidentielle des villes pour ces classes moyennes supérieures. Et puis en fait, je propose donc dans le cadre de cette présentation d'appréhender ce double enjeu et puis en essayant de comprendre l'articulation entre mobilité quotidienne, mobilité résidentielle, dans des cas bien précis, c'est-à-dire dans des nouveaux quartiers centraux. Je vous présenterai les études de cas tout à l'heure. Quelques éléments tirés de la littérature. C'est clair que les questions de mobilité en fait, font l'objet depuis, on va dire, une quinzaine d'années d'une littérature abondante. C'est le Mobility Term, c'est le New Mobilities Paradigm, et avec une littérature abondante, foisonnante. Mais avec quand même un constat qui est partagé par plusieurs auteurs, c'est qu'on a encore affaire à des champs de recherche qui restent dans une large mesure, on va dire, cloisonnés. Large corpus de recherche qui s'intéresse aux migrations interrégionales, à la mobilité quotidienne, mobilité résidentielle, mais on s'est un peu moins intéressé aux interactions entre ces différentes formes de mobilité. Si on prend l'interaction qui m'intéresse ici, mobilité quotidienne, mobilité résidentielle, on a quand même un certain nombre de travaux. On a tout d'abord des travaux qu'on peut situer à l'échelle macro, c'est-à-dire ce sont des travaux qui vont comparer des territoires entre eux, qui vont comparer par exemple le recours à la voiture entre la ville-centre, des espaces suburbains, des espaces périurbains, et qui vont mesurer à l'échelle de ces territoires toujours l'impact de la densité, de la centralité, de la mixité fonctionnelle. Un exemple emblématique de ces travaux, ce sont la fameuse courbe de Newman et Kenworthy qui montrait en fait à l'échelle des métropoles mondiales une corrélation entre densité urbaine et consommation d'énergie. Ça, c'est pour les études à l'échelle des territoires, à l'échelle macro. Après, il y a bien sûr un certain nombre d'études qui, cette fois, sont à l'échelle micro, c'est-à-dire à l'échelle des individus, et puis qui vont s'intéresser aux relations entre choix résidentiels, mode de vie et pratiques de mobilité. Tout en étant assez rapide, mais on peut mentionner toute une littérature sur le périurbain, qui montre en fait que derrière la dynamique de périurbanisation se cachent des choix résidentiels liés notamment à la maison individuelle, au pavillon, liés aussi à un mode de déplacement qui est la voiture individuelle. Il y a d'autres études qui cette fois ont mis en avant la question de proximité et de choix résidentiels. Toujours de manière schématique, soit des études qui ont vu un peu la proximité comme étant
un synonyme d'immobilité subie, c'est-à-dire plutôt comme la conséquence d'un phénomène de relégation, de mise à l'écart, d'échec social. C'est par exemple ce qui a été observé dans certains quartiers ou dans certaines banlieues populaires, où la proximité en fait est en quelque sorte imposée ou subie. Et puis il y a d'autres études, et c'est dans ce cadre que je m'inscris, qui se sont intéressées cette fois au renouvellement de l'intérêt porté à la proximité parmi les classes moyennes supérieures, donc parmi ces CSP+, et puis avec des auteurs qui ont posé l'hypothèse en fait que les CSP+, feraient montre d'un nouveau rapport à l'espace, d'un nouveau rapport à la mobilité, et puis revaloriserait, ou valoriserait en tout cas davantage qu'auparavant, la question de la proximité. Alors, toujours en creusant un peu cette littérature, bien sûr, quand on parle d'attractivité résidentielle des centres et de CSP+, il y a toute une littérature importante qui a traité du phénomène de gentrification, c'est-à-dire la transformation de quartiers urbains par et pour les classes moyennes supérieures. Et puis, il y a de nombreux travaux qui sont intéressés aux motivations résidentielles de ces gentrifiants. Ces travaux ont essentiellement mis en évidence en fait une logique de distinction, une logique de valorisation du mode de vie, c'est-à-dire avec des ménages qui disposent non seulement d'un capital économique élevé, mais également d'un capital culturel, à la fois dans le sens de la formation, mais aussi dans le sens de capital symbolique, avec des études qui ont montré à la fois une consommation particulière en termes de restaurants, de lieux de sortie, de magasins, de boutiques, etc. Enfin, on parle de consommation ostentatoire, on parle de certaines valeurs esthétiques. Et puis, toujours par rapport à ce capital culturel ou capital symbolique, on l'a utilisé pour distinguer les gentrifieurs, finalement, des CSP+, qui faisaient le choix du suburbain, en disant que les gentrifieurs allaient se mettre un peu, allaient rejeter le mode de vie suburbain, qui était perçu comme étant banal et sans grand intérêt. Donc ça, c'est la logique, on va dire, dominante qu'on va trouver dans la littérature, et on trouve parfois une autre logique que j'ai appelée pragmatique ou utilitaire, qui est nettement moins présente, mais qui, comme on le verra tout à l'heure, en fait, est vraiment importante si on veut comprendre ce regain d'attractivité des villes dans le cas de la Suisse. Donc cette logique pragmatique utilitaire, elle met en avant des questions de proximité, des questions d'accessibilité. Alors, parmi les auteurs qui en ont parlé, certains ont montré cette volonté de sortir de la dépendance automobile, de recourir davantage à la mobilité active, voire au transport en commun. Et puis cette hypothèse lancée par Gonzalo notamment, qui est de dire que ces gentrifieurs, en fait, ne sont pas dans une immobilité, on va dire, imposée, ou une mobilité contrainte des suburbains, mais qui sont dans une situation en fait, d'ubiquité, et puis une situation de choix. Et en fait, pour conceptualiser cette logique pragmatique, je propose de recourir à un concept que vous connaissez certainement très bien, qui est celui de capital spatial et ou de motilité, donc capital spatial développé par Jacques Lévy et motilité par Vincent Kaufmann. L'idée, en fait, c'est que chaque individu, si on reprend la définition de Bourdieu, chaque individu se définit par un volume variable de capital, capital économique, social, culturel, symbolique. Et puis l'idée est d'étendre en fait cette définition en prenant en compte le capital spatial, le potentiel de mobilité, et en prenant compte des dimensions telles que l'accessibilité, c'est-à-dire l'ensemble des moyens de transport qui sont disponibles à un moment donné, à un endroit donné. On voit déjà que par cette définition, le choix résidentiel
est étroitement liée au capital spatial. Il y a également des compétences. Ces compétences, ça peut être des compétences physiques, ça peut être des compétences acquises, par exemple, comme savoir avoir le permis de conduire, mais aussi des compétences organisationnelles, jongler entre différents moyens de déplacement. Et puis finalement, l'appropriation, ce sont les projets des habitants, des individus, la manière dont ils font les potentiels de mobilité. Et puis moi, mon hypothèse, en fait, est de dire que les CSP+, donc ces gentrifieurs, les CSP+, qui s'installent en zone centrale, en fait, se distinguent des suburbains, qui ont peut-être un capital économique équivalent, un capital culturel, éducationnel équivalent. En fait, ils se distinguent par la recherche d'un capital spatial bien spécifique. Voilà un peu pour quelques éléments de cadrage théorique pour passer aux études de cas et au travail empirique. Par rapport aux études de cas, donc comme je l'ai mentionné tout à l'heure, 3 villes ont été étudiées. Zurich, donc voilà, Zurich étant la principale ville, capitale économique du pays, et puis 2 villes de taille moyenne, Vienne et Neuchâtel. Ce schéma, il est important, ce qui rappelle quelque chose qui est connu, mais qui est quand même une caractéristique fondamentale du territoire suisse. On verra que c'est des implications sur des résultats que je présenterai tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a un système urbain composé de nombreuses villes petites et moyennes. Jean-François Berger, un historien, parlait de la modération des villes suisses. On n'a pas vraiment de centre dominant. Et on a vraiment ce fonctionnement en réseau et cette complémentarité entre des villes de taille moyenne, etc. Et cette complémentarité, ce fonctionnement réseau, il se base en particulier sur le réseau ferroviaire, également le réseau autoroutier, mais le réseau ferroviaire joue un rôle important et c'est ce réseau qui est représenté sur cette carte. Donc c'est vraiment cette idée en fait de pays qui fonctionne comme une métropole composée de différents centres. Quelques éléments de présentation par rapport aux 3 études de cas. Donc vous avez ici en fait la première étude de cas qui est le quartier de Zurich-Ouest. Donc vous avez ici le centre historique, la gare principale, et puis à quelques minutes en transport public de la gare principale, vous avez ce quartier de Zurich-Ouest, qui était en fait la plus grande zone industrielle de la ville jusqu'à la fin des années 90. Vous avez dans la photo du haut la situation milieu des années 90, fin des années 90, phénomène de désindustrialisation, des industries délocalisent, soit en couronne, dans d'autres pays européens ou dans le sud-est asiatique. Et puis, ces entreprises vont libérer d'énormes surfaces. Et puis, ces surfaces vont d'abord être investies, c'est un peu l'histoire traditionnelle, mais d'abord être investies par des activités alternatives, concerts, fêtes, galeries, etc. Et ça, c'est la situation au milieu des années 2000, avec le retour des investisseurs. En l'occurrence, en fait, on a construit 4 étages de bureaux autour de cette halle de fonderie qui a été transformée en espace public interne. Et puis, on a construit ici une centaine de logements de type loft. Et si je reviens ici, en fait, donc on a 5 ou 6 grands projets immobiliers. Et puis, je me suis intéressé aux personnes qui se sont installées dans ces projets immobiliers, dont celui-ci, ici, le pôle sud. Neuchâtel, vous avez sur cette carte l'ensemble des projets immobiliers, donc des logements qui ont été construits dans les années 2000. Vous voyez ici le centre-ville, et puis avec une répartition sur l'ensemble du territoire communal de ces nouveaux projets, mais avec une concentration autour de la gare CFF, et puis également à proximité du centre historique. Donc vraiment une position centrale qui caractérise la plupart de ces nouveaux projets immobiliers.
quelques images pour vous montrer le type de projets qui ont été construits dans les années 2000. Vous avez ici le quartier Ecopark, tout le quartier du Crétaconais. C'est à peu près 150 logements, c'est la plus grande opération de régénération urbaine. Mais vous avez aussi des projets un peu plus modestes, par exemple d'une quinzaine ou d'une vingtaine d'appartements construits soit dans des dents creuses, sur d'anciens entrepôts, etc. Voilà. Processus en fait de densification tel qu'il est préconisé. Et puis la troisième étude de cas, ville de Bienne, avec un quartier en particulier qui s'appelle le Parc de la Sud, qui est en fait un quartier qui a été construit sur le site d'anciennes tréfileries. Vous avez en fait tout ce secteur ici, occupé par les tréfileries, et puis phénomène de désindustrialisation, phase de friche, et puis les projets de régénération urbaine. On est à peu près à la moitié de la régénération de ce secteur, avec des caractéristiques communes, on va dire, à l'ensemble des trois villes, c'est-à-dire une localisation centrale, une proximité du centre historique des rues commerçantes et une proximité de la gare. C'est-à-dire ici, on est peut-être à 10 minutes, à 5-10 minutes à pied de la gare. Alors, dans ces trois études de cas, ce que j'ai fait, c'est ce que je vais vous présenter donc, vraiment sur les questions de choix résidentiel. Donc, j'ai fait une enquête par questionnaire, adressé un questionnaire à l'ensemble des habitants de ces nouveaux logements. Donc, on est à 630 à Zurich Ouest, un peu moins de 500 à Neuchâtel et 150 à Vienne. Complété principalement dans le cas de Vienne, par une démarche qualitative, par des entretiens semi-directifs, pour aller un peu plus loin que les résultats quantitatifs du questionnaire. Ce dont je ne vais pas parler aujourd'hui, c'est qu'il y avait un autre volet de ces projets qui s'intéressait cette fois à la production de ces quartiers, c'est-à-dire aux logiques d'action des acteurs privés du marché immobilier, promoteurs, investisseurs, développeurs, et aussi le rôle des pouvoirs publics dans ces processus de régénération urbaine. Ce qu'on peut dire par rapport aux habitants, c'est qu'on a essentiellement en fait des classes socio-professionnelles, des catégories socio-professionnelles supérieures qui habitent dans ces nouveaux logements. Un indicateur qui permet en fait de comparer ces nouveaux logements avec les villes. On constate en fait à Zurich plus de 2/3 de titulaires d'un titre universitaire. On est à plus de 50%, on a 50% à Neuchâtel, 50% à Vienne. Sachant que si on regarde la population dans l'ensemble de ces villes, on est en gros à un peu moins de 25% à Zurich, Neuchâtel, et puis on est à 10% à Vienne. Donc il y a une claire sous-représentation des CSP+. On le voit également si on prend en compte soit le niveau des loyers pour les appartements en location, mais aussi avec la proportion de propriétaires qui est beaucoup plus élevée que dans le reste de la ville. Après, avec des différences quand même entre les villes, entre ces nouveaux quartiers. Zurich Ouest, on a essentiellement des jeunes adultes, on va dire, enfin, des personnes âgées entre fin de la vingtaine jusqu'au milieu de la quarantaine. Beaucoup de personnes qui vivent seules, de couples sans enfants, de colocation. Neuchâtel, on a une structure un peu plus équilibrée, quand même avec la présence de couples avec enfants. Et Vienne se distingue par une surreprésentation des personnes âgées, parce qu'on a un nouveau développement immobilier qui a été réalisé selon un label qui permet en fait l'agencement des logements, qui propose certains services qui peuvent être particulièrement attractifs pour les personnes âgées. Alors en interrogeant toutes ces personnes, tous ces ménages, sur les raisons de leur choix résidentiel, en fait on peut distinguer trois grands facteurs. Premier facteur, en fait, ce sont les caractéristiques du logement. Où les ménages vont mettre en avant le confort du logement, sa taille,
le statut d'occupation, etc. C'est un aspect transversal dans le sens où on va le retrouver dans toutes les études de cas et on va le retrouver également dans toutes les catégories de ménages. C'est aussi quelque chose qui n'est pas spécifique à l'urbain, c'est-à-dire c'est plutôt spécifique à des catégories qui ont les moyens d'accéder à des logements de qualité. Et on pourrait retrouver les mêmes résultats dans du suburbain ou dans du périurbain. La deuxième logique, la deuxième famille de facteurs, ce sont cette fois des avantages pratiques de la vie en ville. La proximité des lieux de la vie quotidienne, ça veut dire le travail, les commerces, les services, les lieux de sortie. Et puis toujours dans les avantages pratiques, également les questions de mobilité. Je reviendrai dans la dia suivante sur ce que ça signifie plus précisément. Et puis finalement, on a une troisième famille de facteurs qu'on peut appeler le mode de vie urbain. On va regrouper derrière ce terme des questions d'animation, de diversité de la population, des aspects plutôt sensibles liés à l'ambiance urbaine. Avec une troisième famille de facteurs qui va se retrouver bien sûr davantage à Zurich que dans les deux autres villes beaucoup plus petites. Si on regarde de manière plus précise et quantifier l'importance des facteurs, j'ai enlevé de ce tableau tout ce qui a trait vraiment au logement et à ses caractéristiques comme la taille, le statut d'occupation, etc., pour ne garder que les principaux facteurs liés à la localisation centrale. Et ce qu'on constate, c'est que le facteur le plus important, ou parmi les facteurs les plus importants, on a justement cette logique pratique, pragmatique, utilitaire, puisqu'on va voir la proximité du centre-ville qui est plébiscitée, l'intégration au transport public urbain, la mobilité active, donc se déplacer à pied ou en vélo, les questions de proximité, le travail, commerce et services, la gare. Ce qu'on constate, c'est que bien plus bas dans le classement apparaît la question de la voiture. On voit déjà que ce choix résidentiel, en fait, est lié à des questions de mobilité et en particulier soit une métrique pédestre à la question du vélo ou à la question des transports en commun, mais assez peu, en tout cas comparativement, pour ce qui est de la voiture, de la disponibilité de places de parc. Après, on a quand même quelques facteurs qui sont plutôt liés à cette troisième logique de mode de vie urbain, comme l'offre culturelle, diversité de la population, animation, etc. Et comme j'ai dit tout à l'heure, avec des critères qui sont plus importants à Zurich que dans les deux villes moyennes. Donc, ce qu'on peut déjà un peu conclure à partir de ces premiers résultats, c'est que le choix résidentiel repose de manière essentielle sur les pratiques de mobilité et puis sur le capital spatial que permet une localisation centrale. Si on affine l'analyse en prenant en compte l'équipement, c'est-à-dire l'équipement qui va à la fois refléter certaines compétences en matière de mobilité, ou qui va révéler certaines stratégies. En fait, dans ce tableau, j'ai comparé mes trois échantillons avec les résultats du micro-recensement mobilité transport, c'est-à-dire avec des résultats qui sont soit à l'échelle des villes-centres, des couronnes suburbaines, périurbaines ou de la Suisse. Cette comparaison pour essayer de montrer un peu la spécificité de la population étudiée. Ce qu'on constate, c'est que la proportion de titulaires d'un abonnement général est nettement plus élevée dans les quartiers étudiés que dans les villes-centres de manière générale. Vous voyez qu'on est dans un rapport de 1 à 2, voire de 1 à 3. Même chose pour l'abonnement régional, c'est-à-dire l'abonnement qui va permettre un libre parcours sur le réseau de l'agglomération ou du canton, où on va remarquer à nouveau des différences importantes
entre les populations étudiées et puis les villes-centres, mais encore plus par rapport aux couronnes et par rapport au pays dans son ensemble. Donc une population qui recourt de manière très fréquente au transport en commun, mais une population qui, dans sa majorité, n'a pas renoncé à la voiture. On a des taux de motorisation. Alors on voit que le taux de motorisation à Zurich-Ouest, avec 60%, est relativement bas, en tout cas en comparaison nationale, puisque c'est plus de 20 points sous cette valeur. Par contre, ce qu'on va constater à Neuchâtel ou à Bienne, ce sont des valeurs quand même relativement élevées, ou en tout cas plus élevées que l'ensemble des villes-centres du pays. Une voiture qui reste présente, même si on le verra dans les pratiques, la voiture est présente, mais occupe souvent un rôle secondaire ou un rôle ponctuel. Et puis la question finalement de la disponibilité en bicyclette, avec des valeurs très élevées à Zurich-Ouest, plus faibles pour Neuchâtel et Bienne, des valeurs plus faibles qui s'expliquent par la topographie pour Neuchâtel et par cette surreprésentation de personnes âgées à Bienne. Mais on a disons, vraiment l'image d'une population qui n'est pas captive dans le sens où elle ne dépend pas d'un seul moyen de transport, mais semble à même d'avoir un comportement multimodal et de passer d'un endroit à l'autre selon ses besoins. C'est un peu ce que montrent aussi les pratiques de mobilité, où on va voir qu'à Zurich-Ouest, les modes de déplacement les plus importants seront les transports en commun, la marche suivie de la bicyclette et en quatrième lieu seulement la voiture, alors qu'à Neuchâtel, on a une situation un petit peu différente. On a la marche, la voiture et les transports en commun qui apparaissent au premier rang. Cette importance de la proximité, en fait, on la retrouve dans le lieu de travail. En interrogeant en fait les personnes qui habitent dans les nouveaux logements par rapport à la localisation de leur travail, ce qu'on va constater, c'est la première ligne du tableau, c'est qu'à Zurich et à Neuchâtel, la première logique, c'est une logique de proximité, c'est-à-dire que la majorité de la population de ces nouveaux logements travaille soit à Zurich, soit à Neuchâtel. Donc on est dans l'ordre de 70% et de 60%. Et la deuxième logique, en fait, en plus de cette logique de proximité dans le lieu de travail, la deuxième logique, c'est ce qui est illustré par la carte, ce sont les personnes qui travaillent dans d'autres centres urbains. C'est en particulier ce type de pendulaire, ces pendulaires interurbains. On habite dans une ville-centre et on travaille dans une autre ville-centre. Elle est particulièrement importante à Bienne, c'est la moitié des actifs. Également à Neuchâtel, c'est un cinquième des actifs. Donc il y a vraiment cette fois, c'est plus une logique de proximité, mais c'est la logique du réseau, c'est la logique de la connectivité. On habite sur un point du réseau et on va penduler, on va utiliser en fait les liaisons ferroviaires, puisqu'en interrogeant ici des personnes sur les moyens de déplacement utilisés, on a une écrasante majorité d'utilisateurs du train. Donc un peu une logique de proximité qui est dominante, mais une deuxième logique relativement importante, cette logique de connectivité, et puis qui montre aussi que les questions de métropolisation, c'est la carte que je montrais tout à l'heure, c'est pas seulement un concept, on va dire, soit un concept analytique ou un concept d'aménagement du territoire, mais qu'il y a également une métropolisation qui est vécue au quotidien par notamment ces pendulaires interurbains. Sans trop entrer dans les détails, mais une des raisons de faire la deuxième étude de cas à Bienne était justement d'aller un peu plus profondément dans l'analyse de la mobilité quotidienne et du capital spatial, parce qu'en fait c'était pas l'objet de la première recherche. L'objet de la première recherche était vraiment le choix résidentiel, les motivations résidentielles,
Et puis l'utilisation du capital spatial est plutôt venue dans un deuxième temps pour interpréter des résultats qui étaient finalement assez peu attendus par rapport à la littérature. Donc sur Bienne, on a fait une trentaine d'entretiens auprès d'une palette de ménages, de différents statuts, différentes positions dans le parcours de vie, pour essayer vraiment de décortiquer les mécanismes de leur choix résidentiel et de leur mobilité quotidienne. Et puis pour résumer, en fait, une typologie qui permet de voir les principaux cas de figure qu'on peut observer parmi cette population, en identifiant en fait 5 profils types d'habitants de ce quartier central. Le premier, en fait, ce sont les habitants à forte conviction écologique, essentiellement des jeunes actifs qui sont dans ce cas, très clairement affiché la volonté de vivre sans voiture, et puis avec une mobilité qui va être inscrite dans la proximité, mais aussi dans une mobilité qui peut être relativement importante en termes de kilomètres, mais basée sur les relations ferroviaires entre les centres. Donc, tout d'abord, des habitants à forte conviction écologique. Après, on a des habitants, on va dire, qui se rapprochent des premiers, mais qui doivent faire un certain nombre d'arbitrages. Et puis, ces arbitrages ne vont pas jusqu'au renoncement total de la voiture. Donc, on a ce que j'avais appelé les habitants évitant, si possible, la voiture, avec la surreprésentation de couples avec enfants. C'est certainement un facteur explicatif de la possession de la voiture. L'importance de la mobilité quotidienne. On souhaite être indépendant de la voiture, mais on doit l'utiliser quand même de manière ponctuelle. Et puis un comportement de mobilité, pour le coup, très multimodal, puisque l'ensemble des moyens de déplacement sont mis à contribution. On a ensuite des habitants économiquement sensibles. Alors eux, en fait, sont aussi dans une situation multimodale, dans le sens où ils vont recourir à l'ensemble des moyens de déplacement, mais avec une logique de choix modal un petit peu différente, qui est plutôt la question de comparer l'efficacité, la durée, le confort octroyé par les différents moyens de déplacement, et puis le choix va se faire un peu de manière rationnelle, entre guillemets. Voilà pourquoi j'ai parlé d'habitants économiquement sensibles. Après, ce qu'on a trouvé, je dirais que ces 3 catégories, on les retrouve à Bienne, et on va aussi les retrouver de manière très prépondérante à Neuchâtel et à Zurich-Ouest. Bienne, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un quartier un petit peu particulier parce qu'il était en marketing, en tout cas, qui s'adressait aux personnes âgées. Et puis on va retrouver 2 catégories qui sont quasiment absentes à Neuchâtel et à Zurich. Mais ce sont des habitants, quoiqu'à Neuchâtel on va trouver encore cette catégorie ici, c'est-à-dire des habitants qui, malgré la localisation centrale, vont recourir en priorité à la voiture. On a essentiellement des personnes soit retraitées, soit en deuxième phase de leur carrière professionnelle, surreprésentation des hommes également, et des personnes qui vont avoir un lieu de travail plutôt dans l'agglomération, et puis avec des habitants qui aiment conduire, qui sont attachés à leur voiture, ou qui ont l'habitude de se déplacer en voiture, et qui ne vont pas en fait remettre en question leurs habitudes avec leur choix résidentiel. Parfois, on a quand même une idée d'anticipation là derrière, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui prévoient de faire partie, à un moment de leur parcours de vie, de cette dernière catégorie, c'est-à-dire les habitants peu mobiles par contrainte. Donc là, on a à la fois des personnes plutôt très âgées ou en situation de handicap, et pour qui, en fait, l'importance de la mobilité quotidienne dans le choix résidentiel est décisive, c'est-à-dire les contraintes
physiques ont impliqué une relocalisation résidentielle et puis basée sur les transports publics, voire sur la marche pour la proximité immédiate, mais avec l'abandon de la voiture. Donc on voit des cas de figure finalement assez différents, non seulement en termes de profil, mais aussi en termes de motivation et de rôle de la mobilité quotidienne. Sachant aussi, pour complexifier la chose, c'est que ces styles de mobilité sont en fait un attribut individuel et qu'à l'intérieur d'un ménage, on peut avoir deux individus, les deux partenaires, qui ont des comportements totalement différents. En guise de conclusion, en fait, j'aimerais revenir sur les deux enjeux mentionnés au début de la présentation. Le premier, c'est l'impact des formes urbaines sur les pratiques de mobilité. Ce qu'on peut dire, c'est que la proximité, l'accessibilité sont en fait vraiment des critères fondamentaux dans le choix de vivre en ville-centre. Et puis que ce choix, finalement, on peut l'interpréter par le concept de capital spatial en disant que vivre en ville-centre, ça veut aussi dire acquérir ou maintenir un capital spatial bien spécifique, basé sur l'accessibilité, en particulier par rapport au transport en commun, mais aussi basé sur la métrique piétonne, sur l'utilisation de la bicyclette, mais assez peu de la voiture, en tout cas de manière secondaire. Par contre, ce qu'on peut aussi dire, c'est que par rapport au débat sur la ville compacte, sur la densification, c'est que la relation entre localisation résidentielle et mobilité quotidienne, eh bien, il n'est pas automatique, il n'est pas mécanique. On l'a vu tout à l'heure quand on voit la coexistence de styles de mobilité très différents à l'intérieur d'un même quartier, mais même à l'intérieur d'un même ménage. Et puis on voit aussi que cette relation elle est plus complexe parce que la voiture reste présente, son rôle, son importance diminue, mais on a aussi une organisation spatiale, sociétale, qui fait que pour beaucoup la voiture reste quelque chose d'important. Et là, j'ai parlé uniquement de la possession en fait d'une voiture individuelle. Et puis cette relation entre ville compacte et proximité, elle est aussi complexifiée, je pense de manière particulière dans le contexte suisse, avec cette logique du réseau, cette logique de la connectivité, qui signifie pour certains que vivre en ville implique des distances quotidiennes élevées pour le lieu de travail dans un autre centre-ville. Par contre, ce que je peux dire par rapport à ça, en tout cas mon argument, est de dire que même si cette relation elle n'est pas mécanique, elle est plus complexe, peut-être que le plus important c'est que finalement c'est une localisation, le fait de vivre en ville-centre, c'est une localisation qui donne le choix, qui donne une marge de manœuvre et puis qui permet aussi certaines évolutions. Et puis la deuxième série de conclusions, c'est cette question du regain d'attractivité résidentielle pour les CSP+, donc avec un premier enseignement, c'est l'importance de cette logique pragmatique, de cette logique utilitaire. Mais dans les entretiens, on allait aussi un peu plus loin en disant non seulement d'expliquer le choix résidentiel par la logique pragmatique, la logique utilitaire, l'importance de la proximité, mais on est également allé un peu plus loin pour savoir ce qui se cachait comme motivation derrière cette recherche de la proximité. Et puis en fait, cette redécouverte de la proximité, on peut l'interpréter de plusieurs manières. On peut l'interpréter, alors pour une minorité que j'ai citée tout à l'heure, ce sont les contraintes physiques qui vont impliquer une relocalisation résidentielle et puis une redécouverte de la proximité. Donc une première stratégie d'adaptation, mais qui reste en fait assez minoritaire et très peu présente à Neuchâtel, quasiment absente à Zurich-Ouest. On a une deuxième stratégie d'adaptation, c'est la nécessité de combiner les différentes facettes de la vie quotidienne. Si on prend les ménages qui vivent dans ces nouveaux logements, on a une très grande proportion en fait de couples non seulement biactifs, mais de couples à double carrière, et puis des couples en fait qui doivent concilier deux carrières professionnelles, une vie sociale, une vie familiale,
Et puis il y a un discours récurrent en fait qui est de dire que combiner en fait ces différentes facettes de la vie quotidienne est possible, ou en tout cas plus facile en zone centrale, alors qu'une localisation en zone périurbaine ou périurbaine mettrait en péril cette organisation quotidienne ou impliquerait une répartition des tâches différentes. Troisième stratégie d'adaptation, on a vu en fait que le réseau urbain suisse est formé de toute une série de petites villes ou de villes moyennes, mais ça veut aussi dire qu'on a des centres urbains qui ont un marché du travail relativement limité. Et pour les jeunes actifs, en particulier les jeunes universitaires qui entrent sur le marché du travail, qui plus est dans le cas de couples à double carrière, bien, il est compliqué de se baser uniquement sur un centre urbain, mais il y a plutôt cette nécessité d'être potentiellement très mobile ou de pouvoir atteindre d'autres marchés du travail. C'est ce que montraient notamment ces flux de pendulaires interurbains. Stratégie d'adaptation, mais également expression de nouvelles valeurs, avec un discours assez récurrent de rejet du mode de vie suburbain, même si ce n'est pas un rejet qui est définitif. On voit que l'avancée dans le parcours de vie, en particulier l'arrivée, enfin la naissance d'enfants ou leur scolarisation, va peut-être remettre en question le choix de la localisation centrale. Mais expression de nouvelles valeurs aussi par rapport au discours de nature, enfin d'ordre environnemental qu'on a pu entendre auprès de ses habitants, avec un lien direct qui est fait entre cette localisation centrale et la volonté d'éviter la dépendance automobile. Et puis finalement, ce qu'on peut également voir derrière ces flux de pendulaires interurbains de relativement longue distance, c'est ce que des collègues ici à l'EPFL ont montré, c'est-à-dire qu'on a une tendance, en particulier parmi les CSP+, à valoriser un ancrage territorial par rapport au lieu de résidence, quitte à penduler, quitte à être mobile sur de longues distances à l'échelle quotidienne, à l'échelle de la journée. Et c'est également particulièrement le cas de ces pendulaires interurbains qui parfois passent de la proximité à la logique de collectivité, mais qui préfèrent en fait ne pas déménager avec le prix à payer de longues distances à parcourir. Après, la question qui se pose, et je conclurai là-dessus, la question qui se pose à la suite de ces résultats, c'est est-ce que finalement on est dans des phénomènes émergents, on parle de gentrification émergente dans les villes suisses, est-ce que c'est un phénomène qui va rester relativement mesuré, ou est-ce qu'au contraire, ces motivations résidentielles, ces nouvelles valeurs, vont se diffuser d'une part à l'intérieur des classes moyennes supérieures, c'est-à-dire accentuer cette dynamique de gentrification, ou alors est-ce que ça va aussi se diffuser à d'autres catégories de la population, et puis ce qui pose la question en fait du potentiel de ces facteurs en tant que changement, que mutation de la structure sociale de ces centres urbains. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Et je me réjouis d'avoir vos remarques et vos questions. Merci beaucoup. Alors, je laisse la parole à ça, si jamais des questions. Dans la question de recherche à la base, c'était quelles sont les motivations à vivre en zone centrale. Oui. Et dans l'enquête, vous avez interrogé seulement les habitants des nouveaux projets immobiliers. Oui. Ouais. Et les autres. Et pas les autres. En fait, l'interrogation, elle était quand même plutôt sur le... alors c'est vrai que l'attrait des villes-centres en fait ne se limite pas à ce type de population. Par contre, si je reprends le contexte, quand ces projets ont été lancés, c'était un peu commencer à voir les opérations de densification, de régénération urbaine se multiplier, et puis se poser la question en fait de savoir à qui ça s'adressait.
D'autant plus que je ne l'ai pas mentionné ici, mais on a aussi une littérature sur l'étalement urbain qui est abondante de manière générale, mais aussi en Suisse, où en fait le choix résidentiel hyper dominant des CSP+, était le suburbain et le périurbain, le modèle de la villa individuelle, et puis avec l'idée en fait que ne vivaient en ville que ceux qui n'avaient pas le choix. Dans la littérature suisse, on trouve la notion de Hallstatt, par exemple, c'est-à-dire la ville A, parce qu'était surreprésentée toute une série de catégories qui commencent par la lettre A en allemand, alors à savoir les bas revenus, familles monoparentales, les étrangers, les personnes âgées, les bénéficiaires de l'aide sociale, requérants d'asile, étudiants, etc., etc. Donc il y avait vraiment aussi jusqu'au début, jusqu'à fin des années 90, une vision assez négative de la ville. L'idée, les gens qui y sont n'ont pas vraiment le choix de s'installer ailleurs. Donc c'était aussi la raison pour laquelle j'ai choisi d'étudier ces nouveaux quartiers, puisque de manière très claire, quand on voit soit les prix de vente ou les loyers, on était dans une catégorie qui a le choix de s'installer. On a des personnes qui ont les moyens de s'installer en zone centrale, périurbaine, suburbaine, etc. Donc c'est un peu la raison. Aussi des personnes qui ont le choix de s'installer en ville et qui ne s'installent pas dans ces nouveaux lotissements. Oui, non, ça c'est clair. Et du coup, peut-être qu'ils ont des autres motivations, mais avec le même capital spatial, enfin j'en sais rien, peut-être qu'il y a des différences. Peut-être que là, on a un peu trop des caractéristiques des gens qui veulent aller dans des logements complètement neufs, complètement même aseptisés si on veut. Enfin, je trouve qu'il y a... Il manque les CSP+, qui ont fait le choix d'aller en ville parce que il y a plein de bâtiments historiques, ils avaient habité dans des bâtiments historiques. Ça, effectivement, je pense qu'il y a une littérature en fait qui est sur la gentrification, on voit des différences quand il s'agit de bâtir, réhabiliter ou de nouvelles constructions. C'est clair, point de vue capital culturel, point de vue de certaines aspirations, de recherche de l'authentique ou de certains cas, là on voit des différences. Après, la question qui, à mon avis, reste ouverte, est-ce qu'il y a une différence en termes de capital spatial et de cette logique à la fois proximité, connectivité? Je pense qu'en fait, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a certains secteurs dans les villes suisses qui sont particulièrement en mutation. Si on prend par exemple le cas de Neuchâtel, ce sera le secteur autour de la gare. Et puis, il y a les nouvelles constructions, mais il y a aussi des phénomènes de réhabilitation, de rénovation, etc. Donc, je pense que vous avez raison dans le sens où, sur certains aspects du choix résidentiel, je pense qu'il y a des différences effectivement importantes. Sur les pratiques de mobilité, à mon avis, on doit trouver des choses assez similaires. Je n'ai pas pu le dire. Oui. J'ai une question. À la fin, vous avez évoqué le fait que est-ce que ce phénomène de retour en ville va s'étendre à d'autres catégories de société. Est-ce que économiquement ce serait possible? Est-ce que les loyers le permettraient? Je pense que c'est assez difficile en fait. Effectivement. Alors, pour préciser, c'est pas vraiment un retour en ville, c'est plutôt en fait ce qu'on constate, c'est un maintien en ville. C'est-à-dire que si on regarde historiquement, les villes ont toujours attiré, on le voit déjà dans les années 50, 60, 70, les villes attiraient les jeunes adultes pour des questions de formation, pour le premier appartement, le premier emploi, etc. Mais que ces jeunes adultes, en fait, quittaient la ville assez rapidement. Quittaient la ville, par exemple, au moment de se mettre en ménage, et puis allaient fonder une famille après coup, en fait, en zone suburbaine ou périurbaine. Et ce qu'on constate, c'est que maintenant, il y a une partie de la population, une partie de ces jeunes adultes, qui en fait ne quittent plus la ville, mais restent en fait, poursuivent l'ascension sociale, ces jeunes CSP+, fondent une famille et restent en ville. Donc c'est plus en fait un phénomène de maintien en ville que de retour, mais se pose effectivement la question de l'importance de ce phénomène. Si ce phénomène de maintien en ville croît en termes de volume, ça aura effectivement des implications sur les prix de l'immobilier et sur la structure sociale des villes, qui jouait encore le rôle qui proposait ce qu'on appelle des logements sociaux de fait,
c'est-à-dire qui étaient sociaux parce que les loyers, l'état des immeubles faisait que les loyers étaient bon marché. Mais si cette dynamique en fait, de réhabilitation prend de l'ampleur, ça va effectivement des implications sociales. Il n'y a pas des logements à loyer modéré dans les programmes dont vous parlez? Non. Non, et c'était aussi un des messages en fait de ces recherches. Parce qu'on est passé finalement assez rapidement de ce phénomène de hashtag et de la vision d'une ville qui n'est pas attractive, avec ces nouvelles constructions, ce phénomène de réhumanisation. Et puis ce qu'on a pu montrer dans les projets, c'est d'une part que ces nouvelles constructions ne s'adressaient pas à toutes les catégories de la population, et puis après, en s'intéressant en fait aux acteurs du marché immobilier, d'expliquer aussi pourquoi on avait cette situation, quelles étaient les obligations, les propriétaires fonciers, le type d'investisseurs, etc. Et donc, en l'occurrence, dans les études de cas, il n'y avait pas de logements sociaux ou de logements à loyer modéré. Mais ça, c'est aussi une préoccupation qui commence à être prise en compte, on va dire, depuis une dizaine d'années par certaines villes. C'est le cas de Lausanne qui fait la politique des 3 tiers, 1 tiers de logements. Loyer protégé, loyer libre, propriété, ou je ne sais plus exactement, mais en fait, il y a vraiment... Mais on est sur des terrains en fait, qui sont en propriété de la ville ou d'organismes parapublics, alors que dans les cas que j'ai présentés, on était uniquement dans des surfaces qui étaient en main privée, donc qui échappaient un peu à ce fonctionnement. Oui. Allez-y. Bon, mes questions aussi, j'ai vu que ça m'a été à Zurich pour la tranquillité. Oui. C'était à 19, quand c'était beaucoup plus bas que les autres. Oui. Et justement, c'est un peu la question en Suisse, les gens apprécient beaucoup la tranquillité, c'est tout ça. Est-ce que la nationalité, ça compte là-dedans, et le fait qu'il y a peu d'immigration? Alors, il y a peu d'étrangers. Il y a peu d'étrangers. Les étrangers sont sous-représentés, mais en fait, parce qu'on est aussi dans des logements, en tout cas c'est mon explication, on est dans des logements rares et recherchés, et ça veut dire qu'il faut être là au bon moment, il faut comprendre le marché immobilier. Quand on a des logements qui sont en propriété par étage, il faut être prêt à saisir l'occasion une fois qu'ils sont sur le marché, voire même avant, quand tout ceci n'est pas officiel. Donc on a quand même une sous-représentation de personnes d'origine étrangère. Et puis par rapport à Zurich, c'est que Zurich Ouest est encore un quartier en partie industriel. Il y a encore des activités festives, alternatives, qui ont redécouvert le quartier, qui sont toujours présentes. Donc c'est encore un lieu de sortie, un lieu de fête. Donc on va pas là pour être au calme. Oui, moi je me demandais en fait dans quelle mesure ce type de lieu, d'espace, dans la démarche des gens qui souhaitaient y habiter, se différencier finalement d'une logique de choisir d'habiter dans le périurbain, puisqu'on se retrouvait avec un entre-soi très fortement marqué, peu de confrontation finalement à l'altérité. L'argument majeur étant une proximité du centre-ville, mais pas pour y vivre de façon choisie, et qu'on choisit ses voisins. Du coup, je voulais savoir si sur cette question de l'entre-soi par rapport à d'autres zones, vous aviez pu avoir des éclairages dans la recherche. Alors un premier éclairage, en fait, c'est que dans le questionnaire, on posait la question sur l'ère de prospection en fait, des ménages. Et puis, alors le périurbain n'apparaît jamais. Et ce qui est intéressant, c'est que même dans une ville comme Neuchâtel, ou bien Neuchâtel c'est 33 000 habitants, Neuchâtel 33 000 habitants, Vienne on est à 55 000, et même Neuchâtel, qui est une petite ville finalement à l'échelle européenne, la grande majorité n'ont pas prospecté le marché immobilier, ne serait-ce que dans les communes limitrophes. Alors, le périurbain il est quasiment absent, les gens n'ont pas regardé, éventuellement prospecté dans les communes directement à côté de la ville-centre, mais ça veut dire qu'il y a quand même un choix affirmé et un refus du périurbain ou du suburbain,
mais qui est motivé en premier lieu par ces logiques pragmatiques. Après, la question de l'entre-soi, elle est un petit peu difficile en fait à appréhender dans ce cas-là, me semble-t-il, parce qu'on a, on a d'énormes différences, enfin les différences sociales dans une ville comme Bienne ou Neuchâtel, elles ne sont peut-être pas forcément très marquées, mais elles sont plus, elles sont même internes aux différents quartiers. Le parc de la Suze, en fait, il suffit de traverser la route et on est dans du logement qui serait, enfin, qui n'a pas fait l'objet de valorisation, des prix très bas, une population immigrée, etc. Par contre, c'est vrai que là, il n'y a pas forcément beaucoup de contact entre ces populations, en plus quand il y a des différences d'âge qui entrent en jeu. Mais il y a c'est vraiment une volonté forte de vivre en ville, un rejet du suburbain, du périurbain, qui peut être remis en cause avec l'arrivée d'enfants, etc. On pourrait vraiment s'entrer pas en ligne de compte pour la très grande majorité des Et vous avez sur justement ce rejet du périurbain, sur quels critères, est-ce que c'est purement idéologique, rejet de la voiture, est-ce que vous avez pu arriver à discerner un certain nombre de critères qui permettent de dire que ce mode de vie-là ne correspond pas à leurs attentes? Alors il y a les questions environnementales, il y a les questions d'organisation de la vie quotidienne, et puis il y a aussi une logique de genre qui apparaissait, avec des discours aussi qui étaient de dire mais vivre en zone centrale permet en fait de combiner deux carrières professionnelles, de combiner la carrière professionnelle et puis la famille parce que la crèche est juste à côté du logement, du lieu de travail, sur le chemin, etc. Puis avec des discours en fait, en tout cas de la part d'habitantes, qui étaient de dire mais en zone périurbaine, l'organisation serait totalement différente. Il faudrait peut-être revoir le taux d'occupation. Et la logique de genre intervenant, c'est le taux d'occupation de la femme et pas de l'homme. Et puis avec cette idée aussi que la vie en couronne serait un peu presque une mise à l'écart. Et une dernière question, au tout début de votre présentation, quand on voit l'évolution du retour des populations en zone centrale, Bâle, elle continue de perdre des populations, ou un tout petit gain. Oui, alors j'ai présenté des chiffres jusqu'à 2012, si j'avais eu le temps de mettre à jour. Bâle gagne des habitants si on prend ne serait-ce que 2013 ou c'est-à-dire que ce phénomène de réurbanisation, il n'a pas démarré, il y a eu un décalage entre les villes, on va dire, une dizaine, quinzaine d'années entre les premières villes touchées par la réurbanisation et les dernières. Après, il y a aussi une intensité qui est différente selon les villes, particulièrement frappante à Zurich, à Winterthur, parce qu'il y avait aussi de grands terrains industriels délaissés, de grands projets immobiliers qui ont été construits, d'autres phénomènes également, alors que Bâle a été, on va dire, a peut-être moins d'opportunités ou a été moins proactive sur le marché immobilier. Oui. J'aurais une remarque qui a trait avec ce point particulier, parce que au début, dans l'introduction, on est venu la question suivante, on parle d'attractivité des individus, la ville attire les individus. Oui. Or, le taux de vacance des logements étant très faible, le fait qu'il y ait des politiques urbaines de réhabilitation d'espaces qui ne sont pas résidentiels, qui étaient des espaces désaffectés, qui avaient d'autres fonctions, est-ce que ça relève plutôt d'un changement de la ville par rapport à elle-même ou de la volonté des individus? Parce que je trouve que c'est quand même deux problèmes différents. Or, s'il n'y a pas les logements vacants, je trouve que c'est très difficile d'aborder l'augmentation de la population. Parce que l'augmentation de la population, elle est liée à un stock. Si le stock change, on a quand même un effet qui est indépendant de la volonté des individus. Oui. Non mais effectivement, on peut l'interpréter comme ça. Après, moi je suis parti aussi de l'étude, en tout cas, c'est pas spécifique à la Suisse, mais c'était très marqué sur la Suisse, cette notion de hashtag, cette notion de déclin urbain,
de ville comme étant peu attractive. Et puis pour la petite histoire, en fait, l'Union des villes suisses, qui est l'association, en fait, le lobby des villes au niveau fédéral, avait fait une enquête auprès c'était selon une méthode Delphi, c'est-à-dire avec des observateurs clés, avec des experts, pour fêter son centenaire en 1997. Et avait demandé, mais est-ce que les villes vont pouvoir juguler ce recul démographique? Est-ce que ce phénomène de hashtag va se résorber? Et l'écrasante majorité, donc on est en 97, peut-être que l'étude a été faite en 96, mais l'écrasante majorité des experts ne voyaient pas un retournement de tendance comme étant possible. Donc ça veut dire que finalement les chercheurs qui nous ont précédés, en fait, ne voyaient pas forcément cette question de stock et d'individus, et si on augmente le stock, le nombre d'habitants va augmenter, mais vous voyez quand même un problème d'attractivité là derrière. Après, il y a d'autres phénomènes en fait que la construction de nouveaux logements. Un phénomène dont je n'ai pas parlé parce que ça sort un peu de la problématique, mais c'est qu'on constate en fait un changement de génération dans les villes suisses. On a des villes qui gagnaient des habitants encore dans les années 50-60. Ces personnes qui sont installées dans les années 50-60 dans les villes, en fait, ont vieilli sur place et puis occupaient peut-être un logement de 3-4 pièces avec leurs enfants. Les enfants, progressivement, ont grandi, sont partis. Après, il y a un conjoint qui va décéder et on va trouver finalement un recul démographique à l'échelle d'un logement. Et puis, on atteint en fait la fin de l'écho de la croissance démographique des années 50-60 et avec un remplacement de génération et puis avec une augmentation de la population qui se fait à l'intérieur du bâti existant. Si on prend en fait les 2000-2015, ce qu'on constate, c'est que, par exemple, on parle beaucoup de vieillissement de la population. Et le nombre de septuagénaires, en fait, en Suisse a augmenté de à peu près 90 000 personnes dans cette période-là. Dans les villes suisses, dans les principales villes suisses, on a à moins d'1 000. Donc, c'est-à-dire qu'il y a ce phénomène de vieillissement de la population qui paraissait inhérent aux villes, et finalement, c'est plutôt inhérent aux dynamiques urbaines, à l'école, 50, 40, 50 ans plus tard. Et puis il y a ce phénomène de rajeunissement et qui est aussi à la base de l'augmentation de la population. Ça, c'est que c'est quand même vraiment multifactoriel. Je trouve que c'est difficile de le découper. Et puis en plus, c'est revenu dans les questions, mais en prenant des quartiers complètement nouveaux, qui là sont typiquement une augmentation de l'offre. Oui. Donc là, c'est clair que le but de ma présentation, c'était de s'intéresser, d'expliquer le choix résidentiel de ces nouveaux quartiers. Si ça avait été d'expliquer la réurbanisation, il y aurait effectivement les migrations internationales, accords sur la libre circulation des personnes, les questions de type de ménage, etc. Mais c'est vrai qu'on peut, le fait d'avoir montré ces graphiques au début sont peut-être un petit peu trompeurs, dire que la réurbanisation n'est pas seulement le fait des nouveaux quartiers ou des opérations de régénération. Mais il y a participé. Ou même d'un attrait. Même la relation entre attrait et augmentation se discute. Mais moi, après, c'est... Oui, mais si on regarde par exemple, on peut avoir des informations avec le recensement fédéral de la population sur ce qui a été construit dans les années 80-90 et puis de voir qui habitait dans ces logements. Et on voit qu'il y a un changement. Comparativement aux années 90 et aux années 80, on a construit les logements qui ont été construits s'adressent clairement plus à ces CSP+. Donc il y a quand même un effet, non seulement on va dire quantitatif de stock de logements, de stock d'habitants, mais il y a une dimension, on va dire, qualitative, entre guillemets, par rapport au type de population qui s'y installe. On n'aurait pas eu les mêmes résultats ou les mêmes types de logements si en 1990 on avait interrogé les habitants des logements construits entre 85 et 98. Certainement, mais c'est vrai que, dit autrement, c'est quand même lié au foncier, qui est quand même pas le même. Le prix du foncier fait que si on veut amortir un investissement dans un centre-ville, le prix au mètre carré étant pas le même, si on s'adresse à des CSP+, c'est pas surprenant. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres CSP qui ne sont pas intéressés, mais du coup on va pas les voir. Non, c'est clair, c'est clair.
Après, ce qui est aussi nouveau, c'est que si on prend par exemple le secteur de la gare, que le redéveloppement commence à la fin des années 90, mais c'est un secteur qui était en friche ou en partie en friche dès les années 60, quelque chose comme ça. Donc, mais dès lors qu'on le rend constructible et qu'autour le prix a beaucoup monté, oui. Et bien, nécessairement on va l'affecter sur des logements de standing élevé. C'est juste, mon propos, c'est celui-là. C'est vrai que le foncier joue un rôle, et puis il y a aussi en fait presque un effet pervers en fait, que j'avais pu voir dans le discours de certains promoteurs, qui est de dire mais finalement construire un immeuble, en gros, bon, voilà, ça on arrive à maîtriser, donc c'est l'incidence foncière, le coût du foncier qui va jouer un rôle. Donc si on est en ville, on aura quelque chose de cher, donc comme on sera de toute façon au-dessus de la moyenne, autant encore en rajouter en termes de confort, etc., pour s'adresser à des catégories qui ont les moyens. Mais après, on a aussi de nouveaux acteurs qui sont apparus sur le marché immobilier. Toutes les petites opérations, là, les deux images ici au coin, c'est de la propriété par étage. Ce sont des petits promoteurs locaux qui identifient les potentialités du milieu bâti, qui sont capables de prendre en charge des opérations de 10, 15, maximum 30 logements, mais dont le but n'est pas de gérer un parc immobilier, le but est de monter une opération, de vendre la moitié des appartements sur plan, de vendre l'autre moitié après, dégager un bénéfice et réinvestir ailleurs. Et eux, en fait, ont un mode de fonctionnement qui est de produire de la propriété par étage. Et puis dans le contexte suisse, en fait, la propriété s'adresse à une minorité de la population. Donc il y a aussi des logiques un petit peu différentes. Et on trouvait pas ce type d'acteur, en fait, dans les années 80, dans les années 90, en tout cas, c'était nettement moins présent. Mais ce type d'acteur, est-ce qu'il n'est pas... Est-ce que c'est pas une augmentation générale des nombres de CSP+, parce qu'il y a une croissance économique en Suisse? Et du coup, il y a plus de CSP+, en ville, on a plus par ville. Ouais. Et puis du coup, là, ça représente assez peu de logements par rapport au parc de logements qu'il y a en ville, ben, forcément, ils sont produits direct par des CSP+. Oui, mais les études, en fait, qui ont comparé, c'est clair que les CSP+, sont en augmentation, de manière générale. Par contre, les études qui ont comparé cette évolution entre les quartiers urbains et puis les communes suburbaines et périurbaines ont montré un fort rattrapage des quartiers centraux. C'est-à-dire que cette augmentation, elle est nettement plus grande en fait dans les centres, pas forcément dans toutes les villes, mais c'est très frappant en fait dans des villes comme Zurich en particulier, où le rattrapage a eu lieu en une dizaine d'années. Et puis après, il y a également d'autres études qui ont montré cette fois les flux résidentiels dans une ville comme Zurich, un certain nombre. Le sol migratoire était négatif, c'est-à-dire il y avait davantage de départs que d'arrivées pour les CSP+, et en l'espace de 20-30 ans, le sol migratoire s'est inversé. À Zurich, est-ce qu'ils n'ont pas justement, beaucoup plus que la Neuchâtel et Vienne, construit vraiment beaucoup de logements pour les CSP+. Enfin, Zurich Ouest, c'est un quartier entier énorme, que de logements comme ça. Donc, alors, normal qu'il y en a plus. pour Zurich Ouest, oui. Après, c'est vrai que Zurich est quand même une des villes qui a pris un peu des mesures. Il y a le secteur des coopératives qui est très important à Zurich. C'est 20-25% du parc immobilier. Il y a aussi une votation qui a été acceptée il y a 3 ans, je crois, qui fixe en fait une proportion de nouveaux logements qui doit être fait de coopératives, de fondations. Donc à Zurich, on est dans un phénomène où ce phénomène dans une situation où ce phénomène de New Build Gentrification en fait est régulé en quelque sorte, en tout cas du point de vue des prix, par les coopératives. En considérant que dans les coopératives, c'est pas des gens qui gentrifient. Alors c'est ça un petit peu pour moi c'est quand même une inconnue, c'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai dit si on regarde les prix, si on regarde les loyers, on a effectivement des coopératives qui jouent un rôle de régulation. Par contre, la question en fait de l'entre-soi, à mon avis, se pose aussi beaucoup. Enfin, c'est une question qui se pose aussi pour les coopératives.
Et peut-être que ce phénomène, en fait, se retrouve au sein de certaines coopératives. Là, on manque un peu d'informations. On estime, en fait, on entend souvent que les coopératives favorisent la mixité sociale, de faibles loyers, mais on sait, enfin, on peut se douter qu'un phénomène d'entre-soi peut se poser aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, bah, merci voilà. pour cette présentation. Merci. Merci à vous. Merci.